OK. Donc, avant de passer la parole à Agnès, je voudrais vous rappeler pardon, vous souhaiter une très, très bonne année, une excellente année 5781 avec beaucoup de joie, de succès et surtout aujourd'hui de santé. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ruth Stella Mossi, je suis professeure émérite de l'Université de Tel Aviv, représentante des Amis français de l'Université de Tel Aviv, et j'ai eu le très grand plaisir de seconder Daniel Chemoul, mais aussi Agnès Goldman dans le programme culturel et scientifique que nous avons mis en place. Donc maintenant, avec le début de l'année universitaire, cette fois, que faire entièrement en ligne, nous reprenons nos activités. Nous reprenons nos activités avec cette conférence à laquelle je suis très heureuse que vous vous soyez joints et qui est, comme vous le voyez, sur un sujet d'actualité, un sujet, pour une fois, positif, que nous allons discuter. Je disais tout à l'heure au professeur Emmanuel Navon que justement, aujourd'hui, le gouvernement a entériné l'accord de normalisation avec les Émirats unis. Donc, nous sommes tout à fait ici à la pointe de l'actualité. Alors, juste un petit mot pour l'Université de Tel Aviv. Vous savez que pendant toute cette période très difficile de Covid, l'université n'a pas chômé. L'enseignement s'est poursuivi pendant tout le dernier semestre en ligne et la recherche également. Des recherches importantes ont été entreprises, en particulier sur le Covid-19, donc parfois en partenariat avec des grosses compagnies comme Google, Electra, la compagnie Pharma. Et nous poursuivons ainsi nos objectifs d'excellence, mais aussi nos objectifs d'aide aux étudiants. Et là-dessus, donc, je vais passer la parole à Agnès Goldman, qui est la responsable des Amis francophones de l'Université de Tel Aviv. Agnès, à toi. Merci. Comment ça se passe? Merci. Merci Stella. Chers nouveaux adhérents, chers amis de France, de Belgique, de Suisse, du Canada, d'Israël, cher Emmanuel, à mon tour de vous souhaiter une très belle année et bien sûr une bonne santé, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers. J'espère que bientôt nous pourrons nous retrouver comme nous le faisions à l'occasion d'avant-premières de films, des excursions avec nos professeurs, des conférences. Mais en attendant, nous sommes heureuses de vous accueillir à cette conférence, comme le dit Stella, au cœur de l'actualité. L'éducation, les recherches sont bien entendu fondamentales. Tel Aviv Université est la première université en Israël et elle est classée mondialement parmi les 200 meilleures universités pour son enseignement, son impact sur les citations ainsi que la recherche. Tel Aviv Université vient de se classer 8e en place mondiale pour l'entrepreneuriat. Étant donné et à cause du Covid, des milliers d'étudiants ont perdu leur emploi qui permettait de financer leurs études. Compte tenu de cette situation alarmante, l'Université de Tel Aviv a lancé une campagne pendant la première vague du Covid d'appel de fonds international au travers nos associations dans le monde entier et qui a permis d'aider plus de 2000 étudiants. J'ai bien conscience que la période est difficile, mais dans quelques jours, nous avons la rentrée universitaire. Beaucoup d'étudiants ne pourront pas payer leurs frais d'inscription et devront abandonner leurs études. Nos étudiants sont l'avenir d'Israël. Quel que soit le montant que vous désirez leur attribuer, toute aide sera cruciale et je vous en remercie par avance. Stella, je te repasse la parole. Merci. Et merci d'assister à cette conférence. Merci beaucoup Agnès. Eh bien voilà, maintenant nous allons passer à la conférence. Tout d'abord, je voudrais très vivement remercier
le docteur Emmanuel Navon, qui a accepté d'être parmi nous et de nous présenter ce sujet passionnant. Le docteur Emmanuel Navon est expert en relations internationales et il est professeur, il enseigne à l'université de Tel Aviv. Il est bien connu, je crois, par de nombreux membres qui nous regardent maintenant parce qu'il s'exprime souvent dans les médias américains, israéliens, mais aussi français. Et donc, en particulier sur I24, Emmanuel Navon, si j'ai bien compris, est né en France et l'hébreu et le français sont ses deux langues maternelles. Emmanuel Navon publie cette année, donc en novembre, va sortir un ouvrage très important en anglais pour le moment, mais qui est déjà en voie de traduction vers le français. Un ouvrage qui est intitulé L'étoile et le sceptre, une histoire diplomatique d'Israël, qui est son sujet de prédilection, donc les relations diplomatiques d'Israël. Et donc, comme je vous l'ai dit, il le fait paraître en novembre. En 2010, il avait publié D'Israël avec espoir, comment et pourquoi Israël va continuer à prospérer, ce qui est un titre optimiste qui doit vous engager à regarder ce livre. Et il a aussi publié en 2014 La victoire du sionisme. Donc, ces ouvrages, évidemment, sont accompagnés de multiples articles scientifiques. Et donc, aujourd'hui, Emmanuel Navon a accepté de nous parler de la normalisation avec les pays du Golfe. Avant donc de lui passer la parole, je voudrais juste vous signaler qu'il y aura une très brève session, une dizaine de minutes à la fin de la conférence, de questions. Donc, si vous voulez poser une question, c'est Emmanuel Navon ensuite qui va consulter les questions qui lui ont été envoyées. Il faut les envoyer par la fonction Q&A, questions et question and answers que vous avez sur votre écran. Et nous pourrons ainsi avoir voilà, un petit peu une discussion. C'est évidemment dans un webinaire où il y a tellement de personnes, tellement de participants, on ne peut pas avoir une discussion très approfondie, mais Emmanuel Navon a bien voulu répondre à quelques questions. Donc voilà, je passe maintenant la parole à notre conférencier. Emmanuel, c'est à vous. Merci beaucoup, Ruth, et merci, Agnès, pour cette invitation et bienvenue à tous à ce webinaire qui est effectivement d'actualité, mais un webinaire d'actualité dans lequel je souhaite donner effectivement une perspective historique. Alors, on le fait évidemment sur Zoom, parce que la vie est sur Zoom depuis le début du Covid-19. L'université, le campus de l'université de Tel Aviv me manque beaucoup, parce que c'est d'abord le contact, effectivement, avec les étudiants. Entre autres, nous avons des étudiants également dans le département où j'enseigne de sciences politiques et de relations internationales, un programme international où nous avons des étudiants du monde entier. Et puis évidemment, le campus me manque à cause de sa magnifique piscine olympique, donc j'espère que bientôt nous pourrons revenir sur le campus. Sur notre sujet d'aujourd'hui, je pense que c'est un peu dans l'optique de mon livre que je souhaite présenter ce sujet de la normalisation avec les Émirats arabes unis et le Bahreïn, qui sera sans doute suivi d'une normalisation avec d'autres pays arabes. Comme l'a rappelé Ruth, mon livre doit sortir dans maintenant 2 semaines ou 2 semaines et demie. C'est une histoire diplomatique d'Israël depuis l'Antiquité. Donc, c'est un livre de plus de 500 pages qui effectivement couvre de nombreux sujets, parce que le but de ce livre, c'est effectivement de donner une perspective historique, de ne pas simplement décrire et expliquer la politique étrangère d'Israël sous tous ses aspects depuis l'indépendance d'Israël en 1948, mais effectivement de donner une perspective historique plus large. Et en ce qui concerne la normalisation avec les pays arabes, je pense que là aussi, il est important de comprendre à la fois le contexte et la perspective historique,
pour bien comprendre les causes de cette normalisation et les perspectives également de son élargissement. J'ai parlé dans la présentation, dans la promotion de cette conférence de périphérie. J'ai choisi ce terme de périphérie, évidemment pas par hasard, mais parce que, à la fin des années 50, le Premier ministre de l'époque, David Ben-Gurion, avait initié avec le Mossad ce qu'il avait appelé la stratégie de la périphérie d'Israël. De quoi voulait-il parler? Il faut bien comprendre que la date 1958 est une date charnière dans l'histoire diplomatique d'Israël. Israël avait eu de nombreux succès diplomatiques depuis son indépendance, et en particulier au début de son indépendance en 1948. Israël avait bénéficié à l'époque à la fois, ce qui était très rare à l'époque, au début de la guerre froide, à la fois du soutien de l'Union soviétique et des États-Unis. Pourquoi? Eh bien parce que Staline voulait se débarrasser des Britanniques au Proche-Orient. C'est la raison pour laquelle il avait soutenu le plan de partage de l'ONU et immédiatement reconnu Israël et même fourni à Israël son armement vital via la Tchécoslovaquie en 1948. Évidemment, ce n'est pas que Staline était sioniste, au contraire. Pour lui, l'idée d'une renaissance nationale juive lui posait un problème idéologique vis-à-vis de sa population juive de plus de 3 millions en Union soviétique, mais pour lui, l'établissement d'un État juif était un pas nécessaire pour porter atteinte à la présence britannique au Proche-Orient, ce qui a effectivement été le cas. Ce qui concerne les États-Unis, à l'époque, tout l'establishment de Washington est contre le plan de partage et contre l'indépendance d'Israël, le State Department, le département de la Défense, mais également l'industrie pétrolière. Mais il y a une décision personnelle du président Truman, qui se compare d'ailleurs à l'époque au roi Cyrus de Perse, où il ordonne à son ambassadeur à l'ONU de soutenir le plan de partage, puis il reconnaît Israël. Donc en dépit de la guerre froide, en 1948-49, Israël bénéficie très brièvement du soutien des deux grandes puissances. Israël est accepté à l'ONU en 1949, mais ce soutien des deux grandes puissances ne dure pas longtemps. Car très vite, Staline change complètement de politique après avoir obtenu le retrait partiel britannique du Proche-Orient avec l'établissement d'Israël. Eh bien, il y a la révolution contre le roi Farouk en Égypte, et puis il comprend très bien que c'est via les dirigeants nationalistes arabes qu'il pourra asseoir sa présence au Proche-Orient et pas vis-à-vis d'Israël, et donc il adopte une politique étrangère ouvertement pro-arabe dès le 1951, et cette politique se poursuit après la mort de Staline en 1953. Même chose aux États-Unis. 1953, l'année de la mort de Staline, c'est également l'entrée en fonction du gouvernement Eisenhower. Et Eisenhower est convaincu que Truman est allé trop loin dans sa reconnaissance d'Israël et que si, en pleine guerre froide, on ne veut pas que les pays arabes soient poussés dans les bras de l'Union soviétique, eh bien, il faut prendre ses distances d'Israël, et donc il adopte une politique très froide, voire parfois hostile vis-à-vis d'Israël. Dans ce contexte des années 50, Israël se retrouve seul, mais pas exactement. Israël trouve un allié imprévu dans la France, de la 4e République, à cause ou grâce à la guerre d'Algérie, puisque la guerre d'Algérie crée un ennemi commun entre la France de la 4e République et le jeune État d'Israël, puisque le président égyptien de l'époque, Nasser, qui mène la lutte contre Israël dans le monde arabe, est un soutien financier et militaire pour le FLN. Et cela crée une alliance tacite entre Israël et la France, qui nous mènera à la guerre de Suez en 1956, que nous menons ensemble contre l'Égypte. Et cela mènera également au fait que la France devient non seulement le principal, mais le seul fournisseur d'armes d'Israël à partir de 1955-56, et que c'est la France qui bâtit l'infrastructure physique de la centrale nucléaire de Dimona, ou l'usine de textile, d'après les médias internationaux de Dimona. Cette alliance, elle commence à s'effiler en 1958, parce que De Gaulle revient au pouvoir en 1958 et que De Gaulle est horrifié par le niveau de coopération militaire entre la 4e République qu'il méprisait et Israël. Donc De Gaulle
diminue beaucoup le niveau de coopération entre les deux pays. Et Israël, et Ben Gurion sent qu'il est en train de perdre la France entre guillemets. À côté de cela, il n'y a aucun intérêt, ni les États-Unis, ni l'Union soviétique ne répondent positivement aux appels de Ben Gurion. En 1958, l'Union soviétique a déjà une politique étrangère ouvertement pro-arabe. Quant aux États-Unis, on est toujours à l'époque de Eisenhower, qui a été réélu, et qui continue d'être convaincu que tout rapprochement avec Israël risque de pousser plus de pays arabes dans les bras de l'Union soviétique. L'année 58, c'est également une année où, au Proche-Orient, il y a deux développements importants qui continuent d'isoler Israël. C'est d'abord le renversement du régime pro-occidental en Irak et l'installation d'un régime pro-soviétique. La même année, deux alliés soviétiques au Proche-Orient, l'Égypte et la Syrie, s'unissent politiquement pour créer la République arabe unifiée. Et par conséquent, l'étau pro-soviétique et pro-nassérien se resserre contre Israël, alors même que le principal allié ou le seul allié militaire d'Israël à l'époque commence à prendre ses distances. C'est dans ce contexte géopolitique que Ben Gurion décide d'initier, comme on dit, de penser out of the box, comme on dit en anglais, et d'initier une politique de périphérie, de créer une alliance avec les États non arabes du Proche-Orient au sens large, les pays avec lesquels Israël a des ennemis communs. Cette stratégie est fondée sur le principe bien connu en relations internationales de l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Qui sont les candidats en 1958? Eh bien, les pays non arabes du Proche-Orient qui se sentent menacés à la fois par l'Union soviétique et par le nationalisme arabe de Nasser, c'est avant tout l'Iran, c'est également la Turquie, mais c'est aussi l'Éthiopie et également les minorités non étatiques de la région, qu'il s'agisse des Maronites au Liban, qu'il s'agisse des chrétiens du Sud-Soudan et qu'il s'agisse également des Kurdes, évidemment. Et donc Israël, avec Ben Gurion à la fin des années 50 et avec le Mossad, crée cette alliance de la périphérie avec Téhéran, avec Ankara, avec Addis Abeba et avec les minorités que j'ai rappelées au Proche-Orient. Pourquoi avec ces pays? D'abord, l'Iran est un pays qui a un conflit historique avec le monde arabe, qui se sent menacé par l'Union soviétique. Le régime du Shah est un régime pro-occidental, anti-soviétique. Même chose à l'époque avec la Turquie, à l'époque encore laïque, qui est déjà membre de l'OTAN, qui a également, comme l'Iran, une frontière commune avec l'Union soviétique, et qui se sent également menacés à la fois par l'Union soviétique au nord et par le nationalisme arabe au sud. C'est vrai également de l'Éthiopie. L'empereur Haïlé Sélassié se dit être membre il appelle sa dynastie la dynastie du roi Salomon. Il se dit descendant du roi Salomon. Sur son sceau impérial figure le lion de Juda. Et donc, il a également des affinités naturelles avec Israël, entre autres également du fait de son conflit avec le Soudan et avec l'Érythrée à majorité musulmane, alors que l'Éthiopie est à majorité chrétienne. Concrètement, que signifie cette alliance de la périphérie? Eh bien, dès 1959, Israël crée une agence de renseignement commune avec l'Iran et avec la Turquie. Imaginez, nous avons à l'époque un Mossad, cette agence s'appelle même Trident. C'est une espèce une agence de renseignement entre le Mossad et les agences de renseignement iraniennes et turques, justement pour réunir des informations contre les soviétiques et contre Nasser au Proche-Orient. Il y a à l'époque des vols directs entre Tel Aviv et Téhéran très régulièrement. Il y a une grande communauté israélienne à Téhéran. Et puis, n'oubliez pas qu'à l'époque, Israël n'a pas de fournisseur de pétrole au Proche-Orient. Eh bien, l'Iran devient notre principal fournisseur de pétrole. Et c'est grâce à l'ouverture des détroits de Tiran pendant la guerre de Suez en 1956 que les tankers iraniens arrivent à Eilat par le biais
du détroit de Tiran. Donc l'Iran est notre principal fournisseur de pétrole à l'époque. Nous sommes également un fournisseur d'armes à l'Iran. La garde personnelle du Shah est armée de fusils Uzi israéliens. Et également avec la Turquie qui, n'oubliez pas, a un gros contentieux historique avec le monde arabe qui a contribué à l'effondrement de l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale. Et les Turcs n'ont jamais véritablement pardonné cela aux dirigeants arabes. Et donc, cette stratégie de la périphérie, en fait, elle est, avec ces trois pays, et elle est tournée contre le monde arabe à l'époque, contre le monde arabe qui est fondamentalement hostile à Israël. Cette stratégie fonctionne assez bien, jusqu'à ce qu'Israël commence à établir une relation stratégique avec les États-Unis au milieu des années 60, puisque c'est uniquement sous l'administration Johnson, à partir de 64, que Israël et les États-Unis deviennent des alliés. Et cette alliance, elle s'affermit après la guerre des 6 jours en 67. Mais d'ici là, entre-temps, la stratégie de la périphérie de Ben-Gurion permet effectivement à Israël de défendre ses intérêts stratégiques au Proche-Orient contre le monde arabe. Et puis cette stratégie, elle commence à partir en désuétude avec le temps. D'abord, le premier pays que l'on perd dans ce triangle stratégique, c'est l'Éthiopie, avec le renversement de l'empereur Haïlé Sélassié en 1974, et l'Éthiopie devient un pays communiste pro-soviétique. Donc l'Éthiopie n'appartient plus à notre périphérie à partir de 1974. Puis il y a évidemment l'Iran, avec la révolution islamique de 1979, bien que en dépit évidemment du fait que l'Iran et Israël deviennent officiellement des pays ennemis, il continue d'y avoir des rapports entre les deux pays pendant très longtemps, ce que l'on ne sait souvent pas. C'est-à-dire que d'après tous les éléments que nous avons aujourd'hui dans les archives, eh bien, Israël continue de vendre du matériel militaire à l'Iran jusqu'en 1982. Donc, bien après la Révolution. Pourquoi? D'abord, beaucoup dans les services de renseignement israéliens à l'époque, on n'est pas du tout sûr que la révolution islamique va devenir ce qu'elle est devenue. Et beaucoup pensent qu'on pourra maintenir d'une certaine manière la relation avec l'Iran, même si cette estimation est démentie. Et n'oubliez pas qu'en 1980 expose la guerre Iran-Irak. Et lorsque le premier ministre israélien de l'époque, Menachem Begin, dit, je cite, à propos de la guerre Iran-Irak, je souhaite le meilleur de la chance aux deux pays, je souhaite le plein succès aux deux pays. En réalité, Israël souhaite plus le succès de l'Iran à l'époque, parce que pour Israël, l'Irak de Saddam Hussein est une plus grande menace que l'Iran des ayatollahs. Et les relations, d'ailleurs, cette relation secrète entre l'Iran et Israël après la révolution de 79 est révélée avec l'affaire Iran-Contra de 1986, où il s'avère que le gouvernement Reagan et le gouvernement israélien de l'époque continuent d'avoir des liens secrets avec l'Iran. Mais ces liens secrets, ils prennent fin complètement, évidemment, avec la fin de la guerre Iran-Irak et avec la reprise du programme nucléaire iranien après cette guerre, qui avait été mis en suspens pendant la guerre Iran-Irak, parce que l'Iran, évidemment, était trop pris par cette guerre, et puis aussi parce que de nombreux scientifiques avaient quitté l'Iran en 1979. Et d'ailleurs, le programme nucléaire iranien de l'époque du Shah était également le fruit d'une coopération avec Israël. Donc heureusement que la révolution islamique n'a pas eu lieu plus tard, sinon l'Iran aurait pu se retrouver avec l'arme nucléaire grâce à Israël. En tout cas, les Iraniens reprennent leur programme nucléaire après la guerre Iran-Irak et adoptent une politique de plus en plus agressive vis-à-vis d'Israël. Donc officiellement, l'Iran et Israël deviennent des pays ennemis ouvertement, évidemment avec également l'activisation des milices chiites à travers le monde, en particulier en Amérique latine et en Afrique. Et bien sûr, on se rappelle de l'attentat contre le centre communautaire juif de Buenos Aires en 1994, qui est le fait de l'Iran et du Hezbollah. Donc l'Iran devient officiellement ennemi d'Israël fin des années 80, mais on finit également par perdre la Turquie. La Turquie, c'est également dû à un changement de régime interne avec l'élection d'abord d'Erdogan en 2002 comme Premier ministre de Turquie. C'est la première fois qu'un parti islamiste accède au pouvoir dans cette république laïque. J'ajoute d'ailleurs que les relations entre la Turquie et Israël s'étaient même renforcées
dans les années 90. À l'époque des premières années de la périphérie, nous n'avions pas de relations diplomatiques pleines et officielles avec la Turquie. C'est uniquement en 1992 que Israël et la Turquie établissent des relations diplomatiques officielles. Pourquoi? Les Turcs sont intéressés à améliorer leurs relations avec Israël parce qu'ils craignent de plus en plus le militantisme iranien. Avec la fin de la guerre froide, les Turcs craignent beaucoup l'islamisation des anciennes républiques musulmanes soviétiques sous influence potentiellement iranienne. Et donc, les Turcs renforcent leurs relations avec Israël vis-à-vis de cet ennemi commun également qui est la Syrie à l'époque, entre Israël et la Turquie. Et en 1996, Israël et la Turquie signent même un accord d'entraînement militaire aérien commun. Donc, vous voyez que les relations vont très loin. D'ailleurs, une des autres raisons pour laquelle la Turquie se rapproche d'Israël dans les années 90, c'est pour bénéficier du lobby pro-israélien au Congrès américain pour bloquer toute législation américaine reconnaissant le génocide arménien. Donc là, c'est de la pure realpolitik. Israël aide les Turcs à bloquer une législation américaine reconnaissant le génocide arménien, et donc il y a là effectivement un intérêt commun. Cette relation privilégiée entre la Turquie et Israël part elle-même en désuétude à partir de 2002 avec Erdogan, qui est un islamiste, qui est un soutien ouvert du Hamas et qui tient des propos de plus en plus hostiles à Israël. Et je dirais que ces dernières années, sa politique étrangère s'extrémise de plus en plus. On peut parler effectivement d'une politique quasi djihadiste de Erdogan, depuis le Caucase, où il s'implique dans la guerre, là aussi sujet d'actualité, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, où il soutient les forces islamistes. Il a soutenu les forces islamistes également en Syrie. Il occupe partiellement le territoire syrien. Et puis maintenant, également, il parle de l'Afrique du Nord, avec cet accord avec l'un des multiples gouvernements de Libye pour créer un partenariat énergétique entre la Turquie et la Libye. Et cette politique, elle est ouvertement hostile à Israël, et à Israël et à ses alliés aujourd'hui que sont Chypre et la Grèce. La Grèce, un autre rival historique d'Israël. Et puis on voit les tensions croissantes aujourd'hui entre la Turquie et la Grèce en Méditerranée orientale. Et d'après de nombreux experts aujourd'hui, la Turquie est pour Israël un pays presque non moins dangereux que l'Iran. Et dans ce contexte, on a une normalisation justement avec les pays arabes. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années? Eh bien, il y a eu un renversement en réalité de la stratégie de la périphérie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si dans les années 60, on avait une périphérie avec l'Iran, la Turquie et l'Éthiopie contre le monde arabe, aujourd'hui, on a une périphérie avec le monde arabe contre l'Iran et contre la Turquie. Donc la stratégie de la périphérie est toujours d'actualité, mais elle s'est complètement inversée. Pourquoi avec le monde arabe? Alors il y a à ça plusieurs raisons. Il y a d'abord l'implosion du monde arabe avec ce soi-disant printemps arabe qui commence en 2011. N'oubliez pas que les frontières du Proche-Orient, si vous ouvrez un atlas et vous regardez les frontières du Proche-Orient, vous voyez des lignes droites complètement artificielles. Ces lignes droites artificielles ont été tracées littéralement au crayon et à la règle par les diplomates britanniques et français à la fin de la Première Guerre mondiale. Ces frontières ne représentent aucune réalité géographique ou humaine. Ce sont des créations artificielles qui ont été imposées sur les restes de l'Empire ottoman. Ces créations artificielles ont été maintenues par la force par des dictateurs soit pro-américains, soit pro-soviétiques pendant la guerre froide. Mais avec le renversement de Saddam Hussein par les États-Unis en 2003, avec l'extension de l'État islamique, eh bien, ces États implosent. L'Irak a implosé, la Syrie a implosé, la Libye a implosé, tous ces États, toutes ces créations artificielles sont partis en désuétude. Et dans ce vide, avec la menace de l'État islamique à partir de 2012, 2013, 2014, eh bien, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit d'abord, si vous prenez l'État arabe le plus important, le plus grand en taille, qui est l'Égypte, pays avec lequel nous avons un accord de paix depuis 1979,
Eh bien, en Égypte, qui est-ce qui gagne les élections en 2011? Les frères musulmans, évidemment. Pourquoi je dis évidemment? Parce que quelle était la seule opposition au régime, la véritable opposition au régime de Sadat puis de Moubarak, c'est les frères musulmans. Sadat est assassiné, je le rappelle, parce qu'il est considéré comme un traître par les frères musulmans. Il est assassiné par un frère musulman pour avoir fait la paix avec Israël et avoir rejoint le camp américain en jetant les soviétiques. Les seuls qui s'expriment contre le régime, contre Moubarak, qui l'accuse d'être vendu aux sionistes et aux Américains, ce sont les frères musulmans. Et ils financent les services sociaux avec le soutien à l'époque de l'Arabie saoudite, mais également de l'Iran. Et donc évidemment, quand il y a des élections en 2011, c'est eux qui gagnent. Et c'est uniquement parce que l'armée reprend le dessus que nous avons rétabli notre relation avec l'Égypte. Mais étant donné que sous l'administration Obama, avec la signature du JCPOA et de l'accord sur le nucléaire en 2015, les pays arabes prennent peur, les pays du Golfe prennent peur, l'Arabie saoudite prend peur. Parce que la stratégie d'Obama à l'époque constitue finalement à dire nous avons un compromis avec l'Iran qui lui permet à terme de devenir nucléaire. On ne fait que repousser l'échéance, parce que le JCPOA, l'accord sur le nucléaire, ne fait que repousser l'échéance de 10 ans. Et donc l'Arabie saoudite et les pays arabes prennent peur. Alors même que, comme je l'ai dit, les pays arabes de la région implosent les uns après les autres, et force est de constater pour eux que leur seul allié viable contre l'Iran au Proche-Orient, alors même que les États-Unis se désengagent de la région, eh bien c'est la plus grande puissance du Proche-Orient. Et cette plus grande puissance du Proche-Orient, c'est Israël. D'où ce rapprochement tacite entre les pays du Golfe, l'Arabie saoudite et Israël, qui a pour ennemi commun l'Iran. Mais ce n'est pas seulement cette inimité commune vis-à-vis de l'Iran. Je vais expliquer que les pays du Golfe et l'Arabie saoudite prennent peur sous l'administration Obama. Mais ils prennent peur également sous l'administration Trump. Pourquoi? Et ça, c'est lié à la deuxième raison, qui est la raison énergétique. Trump déclare à plusieurs reprises au moment de son élection, avant son élection et au début de l'année 2016, pourquoi les États-Unis, pose-t-il la question, doivent-ils maintenir leur présence militaire au Proche-Orient? Pourquoi pose-t-il la question? Eh bien, c'est une bonne question, parce qu'aujourd'hui, les États-Unis ne dépendent plus du Proche-Orient pour leurs ressources énergétiques. Les États-Unis aujourd'hui sont indépendants énergétiquement. Ils sont devenus, il y a 2 ans, le plus grand producteur du monde de pétrole et de gaz naturel grâce à la révolution énergétique et la révolution technologique de la technologie du schiste. Donc, les États-Unis aujourd'hui sont le plus grand producteur de pétrole au monde. Après la guerre de Kippour en 1973, leur économie fut très affectée par le boycott pétrolier. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Ils continuent d'être les policiers de la région et d'avoir leur flotte dans le détroit de Hormuz, entre l'Iran et les pays du Golfe par lesquels passent 20% des flux énergétiques mondiaux. Mais ils se posent la question, pourquoi? Les États arabes le savent. Les États-Unis ne resteront pas éternellement dans une région dont ils n'ont plus besoin, ou beaucoup moins besoin qu'il y a encore 30 ou 20 ans. Et donc cela renforce encore plus la nécessité de ce rapprochement avec Israël. Alors même que ces pays arabes, que ce soit les pays du Golfe ou que ce soit l'Arabie saoudite, toute leur économie, c'est une économie rentière qui ne produit rien, aucune valeur ajoutée. C'est une économie rentière qui ne vit uniquement de vente de pétrole. Or, ils savent tous très bien que nous approchons l'ère post-pétrolière. Ils le savent très bien. MBS, Mohammed Ben Salman, le dirigeant de facto de l'Arabie saoudite, essaie de diversifier l'économie saoudienne parce que la baisse des prix du pétrole est un phénomène inévitable et structurel. Plus il y a de pétrole sur le marché mondial, plus les prix diminuent. Or, avec la production énorme des États-Unis et le fait qu'avec les accords de Paris et la politique de décarbonisation dans le monde, eh bien de plus en plus, on se rapproche d'une diminution
un usage du pétrole. Et donc, l'Arabie Saoudite aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a un déficit budgétaire de 15% du PIB. 15% du PIB. Heureusement qu'ils ne sont pas dans l'euro, ils se seraient fait jeter depuis longtemps. Ils n'ont jamais réformé leur économie, mais ils continuent de vivre au-dessus de leurs moyens parce que ils ont besoin l'économie saoudienne a besoin d'un prix du pétrole minimum de 70 $ le baril pour vivre. Il est à 30 $ depuis 2 ans. Donc, c'est pas tenable. Et ça ne va pas remonter. Évidemment, avec le Covid-19, ça s'est effondré encore plus. Mais la tendance est là. Même chose pour les pays du Golfe. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est de se diversifier et de produire de la croissance grâce à la technologie. Parce qu'aujourd'hui, le véritable moteur de la croissance économique, c'est l'innovation technologique. Or, quand on dit innovation technologique plus Proche-Orient, on revient à Israël. Donc là aussi, ça explique, si vous voulez, le rapprochement à Israël. C'est également, la raison, elle est également énergétique. Elle n'est pas seulement cette lutte commune contre l'Iran. Et le facteur énergétique, d'ailleurs, explique aussi le retournement des alliances entre Israël et d'autres pays. Parce que cette périphérie dont je parle aujourd'hui, d'Israël, elle inclut effectivement l'Arabie Saoudite, elle inclut les Émirats Arabes Unis, elle inclut l'Égypte, elle inclut le Bahreïn, encore une fois, essentiellement contre l'Iran et la Turquie, mais elle inclut d'autres pays. Prenez par exemple le conflit dans le Caucase entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Là aussi, Israël a une politique qui est très critiquée. Pourquoi? Bien parce que dans cette lutte violente entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, où l'armée d'Azerbaïdjan bombarde l'Arménie avec des armes qui lui sont fournies à 60% en quantité par Israël. Israël est très critiqué. Pourquoi est-ce qu'Israël soutient l'Azerbaïdjan dans ce conflit? Parce que l'Azerbaïdjan fait partie de la périphérie d'Israël. Pourquoi? Historiquement, émotionnellement, je dirais, Israël devrait être du côté des Arméniens. Les Arméniens sont une minorité non musulmane du Caucase, qui a été victime d'un génocide dans les mains des Turcs et qui, historiquement, a des liens très étroits avec le peuple juif. Alors pourquoi est-ce qu'Israël a, d'une certaine manière, abandonné les Arméniens au profit de l'Azerbaïdjan? Là aussi, c'est de la réelle politique à l'état pur. L'Azerbaïdjan est un pays musulman chiite, mais laïque, qui est contre l'Iran. Et donc, pour Israël, l'Azerbaïdjan est un allié contre l'Iran. Il y a une présence militaire israélienne aérienne en Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan est un de nos principaux fournisseurs de pétrole et nous sommes un de leurs principaux fournisseurs d'armes. Et donc l'Azerbaïdjan fait partie aussi de cette périphérie. Et cela a été révélé de nouveau dans cette guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, où Israël effectivement est critiqué pour ne pas avoir soutenu et pour ne pas soutenir les Arméniens, mais il y a là des raisons de politique étrangère et d'intérêt national qu'on peut approuver ou désapprouver. Mais je décris les raisons pour lesquelles Israël mène cette politique dans le Caucase. Et puis dans cette périphérie, il y a aussi aujourd'hui des pays qui, dans le passé, avaient des relations très tendues avec Israël. Là aussi, les choses se sont renversées dans nos relations avec la Turquie et la Grèce. La Turquie, je l'ai dit dans le passé, était un allié, en particulier dans les années 90. En revanche, nos relations avec la Grèce étaient très mauvaises dans le passé. C'est uniquement en 1992 que la Grèce et Israël établissent des relations diplomatiques. Dans les années 70 et 80, Athènes était la plaque tournante de l'OLP en Europe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la Grèce? D'abord, il y a eu le changement, effectivement, de 1992, et puis, au fur et à mesure que s'est détériorée notre relation avec la Turquie, s'est améliorée automatiquement notre relation avec la Grèce. Et puis là aussi, il y a le facteur énergétique. Parce que la découverte des ressources de gaz naturel énormes d'Israël en 2010 et des ressources de gaz naturel de Chypre crée un partenariat de facto énorme en gaz naturel entre Israël et Chypre. Israël et Chypre aujourd'hui constituent un pôle très important de gaz naturel qui a même récemment signé
un forum régional de gaz naturel entre Israël, Chypre, la Grèce, l'Égypte, la Jordanie et l'Italie. Et vous remarquerez qu'évidemment, la Turquie ne fait pas partie de ce forum. Le facteur énergétique explique pourquoi Israël a redirigé son alliance régionale de la Turquie à la Grèce. La Grèce est un pays en faillite économique depuis la crise financière de 2008-2009 et a besoin de ce partenariat économique avec Israël et a besoin maintenant également de ce partenariat militaire avec Israël contre la Turquie. Donc vous voyez, pour résumer, qu'il y a des raisons beaucoup plus profondes, je dirais, pour cette normalisation avec les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Je pense qu'il n'est pas exclu que l'Arabie saoudite se joigne à ce processus. Vous remarquerez les déclarations des dirigeants saoudiens ces derniers jours, en particulier du ministre saoudien des Affaires étrangères, qui a tenu des propos très durs vis-à-vis du leadership palestinien, où en gros, il disait en substance, nous ne voulons plus être les otages des Palestiniens. Autrement dit, oui, nous avons besoin de cette normalisation avec Israël pour les raisons que j'ai rappelées, dit-il, enfin que j'ai rappelé moi, c'est-à-dire à la fois l'ère post-pétrolière et l'ennemi commun qui est un Iran avec son programme nucléaire, avec en toile de fond le retrait américain progressif de la région. Et ils ne veulent plus attendre que les Palestiniens daignent signer un accord avec Israël, chose que nous ne parvenons pas à faire depuis ces 25 dernières années, et maintenant ils le disent ouvertement. Alors c'est sûr qu'en Arabie saoudite, il y a également un conflit générationnel, je dirais, entre le roi et MBS. MBS est pour une normalisation rapide. Le roi veut encore un geste formel, je dirais, en ce qui concerne Israël et les Palestiniens, mais je pense que le processus est clair. Et pour conclure, on s'aperçoit effectivement, comme je l'ai dit, que la stratégie de la périphérie d'Israël est toujours d'actualité, sauf que elle s'est complètement inversée en termes d'alliés et d'ennemis. Une politique de la périphérie qui avait été initiée par David Ben-Gurion à la fin des années 50 avec la Turquie, l'Iran et l'Éthiopie, mais également les Kurdes, comme je l'ai dit, les Maronites et les Sud-Soudanais, contre le monde arabe. Eh bien aujourd'hui, nous avons une politique de la périphérie avec les Émirats du Golfe, avec l'Arabie saoudite, avec l'Azerbaïdjan, avec la Grèce, contre l'Iran et contre la Turquie. Donc, il y a là effectivement des développements géopolitiques sans précédent. Et je pense que, en dernière analyse, c'est clair que Israël doit ses succès là, bien entendu, au fait, quelque chose qui est toujours, qui se confirme toujours en relations internationales, à savoir que les pays qui se rapprochent de nous aujourd'hui le font parce qu'ils ont intérêt à le faire. Ils le font parce que Israël, comme je l'ai dit, est une puissance à la fois militaire, économique, énergétique également aujourd'hui, et qui a également des relations privilégiées avec les États-Unis. N'oubliez pas que cette relation privilégiée avec les États-Unis, elle aussi est un atout. Et quand vous écoutez par exemple les déclarations des dirigeants soudanais, le Soudan, c'est quand même un pays avec lequel nous avons une relation ennemie. C'est le pays, c'est à Khartoum que s'est tenu après la guerre des 6 jours, le sommet de la Ligue arabe avec les fameux 3 noms à Israël. Eh bien, lorsque les dirigeants soudanais aujourd'hui parlent d'un rapprochement avec Israël, ils ne cachent même pas que leur motivation principale est le fait qu'une reconnaissance d'Israël leur ouvrirait des portes à Washington. Et donc, cette relation privilégiée avec Washington est aussi un atout. Et donc, le fait qu'Israël ait bâti sa puissance économique, militaire, mais également énergétique au cours des ans, et le fait qu'Israël ait renforcé sa relation stratégique avec les États-Unis, tout cela, ce sont des atouts. En relations internationales, il n'y a pas d'amis ou d'ennemis, il n'y a pas de sentiments, il y a des intérêts, et c'est grâce à ces intérêts qu'aujourd'hui Israël améliore sa position dans la région et a réussi
à, je dirais, renverser sa périphérie des années 60 à une autre périphérie aujourd'hui, qui, comme je l'ai dit, explique cette normalisation avec les Émirats arabes unis et le Bahreïn, et je l'espère, s'étendra avec d'autres pays, en particulier avec l'Arabie saoudite. J'ai laissé suffisamment de temps pour vos questions. Donc, je regarde sur le Q&A, n'est-ce pas? Pour les questions. Donc, je vais faire ça par ordre chronologique. Première question de David Nachmani. La reconnaissance par les princes et chefs d'État est une excellente nouvelle. Qu'en est-il des peuples? Alors ça, c'est une bonne question, parce que dans les accords que nous avons eus dans le passé, les accords de paix avec l'Égypte et la Jordanie, ça n'a pas été une paix entre les peuples. C'est véritablement une paix formelle, mais pas une paix entre peuples dans la mesure où c'est clair qu'avec l'Égypte, par exemple, c'est une paix d'intérêt commun ou un accord de paix d'intérêt commun. C'était une paix de realpolitik dans la mesure où finalement, à l'époque, Sadat a accepté d'abandonner l'Union soviétique et de transférer son allégeance géopolitique aux États-Unis, moyennant une pression américaine sur Israël pour se retirer de la péninsule du Sinaï. Quant à Israël et l'Égypte, elles ont obtenu un accord de désengagement qui leur ont permis de réduire de façon significative leurs dépenses militaires et effectivement d'obtenir une aide financière américaine très substantielle. Donc il y avait là des intérêts. L'accord de Camp David entre Israël et l'Égypte est un accord d'intérêt commun, mais qui ne s'est pas suivi par une paix entre les populations. Malheureusement, les médias égyptiens, mais également jordaniens, continuent d'être très hostiles à Israël. On voit cette hostilité également sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu malheureusement de paix entre peuples, entre populations dans le cas de l'Égypte et de la Jordanie. Avec les Émirats arabes unis, en revanche, on voit que les choses sont différentes. Il suffit de regarder sur les réseaux sociaux, il y a une approche extrêmement positive. Il y a déjà des projets économiques communs. Il y a déjà un accord qui a été signé entre la société israélienne Arab Crowd et l'un des principaux fonds d'investissement émiratis. L'approche générale sur les réseaux sociaux est très positive. On voit de nombreuses, si on regarde un peu sur Twitter et Facebook, il y a une véritable paix entre peuples qui est en train de se faire. Donc là, c'est une grosse différence qui est la bienvenue, bien entendu, entre la paix entre Israël et les Émirats arabes unis. Alors c'est sûr qu'on n'a jamais eu de guerre entre nous. Contrairement à l'Égypte, on n'a jamais eu de guerre avec du sang entre Israël et les Émirats arabes unis. Ceci dit, dans le passé, les Émirats arabes unis et le Bahreïn faisaient partie du boycott économique contre Israël. Mais je suis optimiste effectivement pour que la paix entre Israël et les Émirats arabes unis et le Bahreïn ne soit pas uniquement une paix purement formelle, mais qu'elle se traduise effectivement en coopération économique, également universitaire. Deuxième question, dans ce nouveau contexte, un État palestinien est-il viable selon vous? Là encore, il faut, je pense, rappeler les déclarations, et j'en ai parlé, du ministre saoudien des Affaires étrangères, qui dit en gros, nous ne voulons plus être les otages des Palestiniens. Alors la question de savoir qu'est-ce qu'on veut dire par viable, parce que vous remarquerez qu'au Proche-Orient, il n'y a pas beaucoup d'États qui sont viables. Je ne qualifierais pas la Syrie d'un État viable. Je ne qualifierais pas la Libye d'un État viable. Je ne qualifierais pas le Liban d'un État viable. Tous ces États sont, comme on dit en anglais, des failed states, des États défaillants. L'Iran est un État défaillant. C'est un État gouverné par l'Iran, c'est un État qui, pendant 10 ans, quel autre gouvernement au monde laisse pendant 10 ans une quantité d'ammoniac énorme dans son port principal? Quel autre État au monde laisse sa banque centrale créer une fraude financière, ce qu'on appelle en anglais un Ponzi scheme, pour financer les dépenses de l'État? Donc, il n'y a pas beaucoup d'États viables au Proche-Orient. Est-ce qu'un nouvel État dénommé État palestinien serait plus viable? J'en doute. Mais en tout cas, ce qui est clair,
c'est que le plan Trump prévoit un État palestinien démilitarisé qui reconnaîtrait Israël comme État-nation du peuple juif et qui cesserait de financer les familles des terroristes palestiniens, qui cesserait d'inciter à la haine contre Israël. Donc cet État serait viable si il respectait les conditions du plan Trump, à savoir ne pas être militarisé, ne pas menacer physiquement Israël et arriver à une véritable paix avec Israël en reconnaissance d'Israël comme État-nation du peuple juif, ce qui signifie également, par implication, l'abandon de ce soi-disant droit au retour qui consisterait à faire d'Israël un État binational et un État palestinien sans aucun juif. Ça n'est pas une solution de deux États. Le soi-disant droit au retour dont parlent les Palestiniens est incompatible avec une solution de deux États. Troisième question, pourquoi, d'après vous, la France reste taisante face aux accords de paix intervenus avec le Bahreïn et les Émirats arabes unis, la presse française ayant très peu relayé cette information pourtant très importante? La raison est très simple, c'est que la presse française ne s'est toujours pas libérée de son catéchisme, et son catéchisme sur le Proche-Orient continue d'être que le conflit israélo-palestinien est la source de tous les conflits au Proche-Orient, ce qui évidemment est faux, et qu'il ne peut pas y avoir de paix entre Israël et les pays arabes tant qu'il n'y aura pas d'État palestinien. Bon, cela a été démenti par les faits. Donc, au lieu de reconnaître leur erreur, ils préfèrent ignorer la réalité du Proche-Orient aujourd'hui. C'est pour les raisons de fond, il faudrait demander à un psychologue, pas à moi, mais je pense qu'il y a là un aspect psychologique, à savoir qu'un narratif qui s'est tellement trompé pendant tellement longtemps refuse tout simplement de faire face à la vérité. Comme je l'ai dit, le catéchisme français sur le Proche-Orient depuis 40 ans, c'est que si on veut une normalisation entre Israël et le monde arabe, il faut un État palestinien. Cette théorie a été démentie par les faits avec la normalisation dont nous avons parlé. Et comme je l'ai dit, que le conflit israélo-palestinien est la source de tous les conflits au Proche-Orient, comme si la guerre civile en Syrie et comme si la déliquescence du Liban ou de la Libye ou de l'Irak avait quelque chose à faire avec le conflit israélo-palestinien. Il y a encore quelques questions, j'en prends encore peut-être une ou deux. Agnès ou Ruth, qu'est-ce que vous en pensez? On a encore le temps pour une ou deux questions. Oui, une question. Alors, autre question, y a-t-il un risque dans cette nouvelle alliance avec les pays du Golfe? Leur fournir de la technologie ne risque pas d'être périlleux, même si je vois bien l'immense avantage qu'il y a d'avoir ces pays pour alliés. Alors, il faut bien comprendre là que, en ce qui concerne évidemment la vente des F-35 aux Émirats arabes unis, il y a un mécanisme de coordination qui est basé sur la loi américaine entre Israël et les États-Unis. La loi américaine oblige qu'il y ait une coordination et une approbation mutuelle entre le gouvernement israélien et le gouvernement américain pour maintenir la prépondérance militaire qualitative d'Israël au Proche-Orient. Donc, aucune décision du gouvernement américain n'est prise, et cela inclut la vente des F-35 aux Émirats arabes unis, sans qu'il y ait une vérification préalable et une coordination préalable entre les gouvernements pour assurer la continuité de la supériorité militaire qualitative d'Israël. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque, mais ce risque a été pris en compte par ce mécanisme basé sur la loi américaine entre le gouvernement israélien et le gouvernement américain. Autre question, peut-on dire que la présentation très claire que vous venez de faire de la politique internationale d'Israël trouve actuellement un véritable consensus au sein des familles politiques israéliennes? Je pense qu'il y a un consensus sur l'aspect positif de la normalisation avec les États arabes unis. En revanche, il n'y a pas forcément consensus concernant l'approche très réelle politique d'Israël dont j'ai parlé vis-à-vis de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, de la même manière qu'il n'y a pas forcément consensus sur le fait que le dossier palestinien, évidemment, est mis à l'écart du fait de cette politique de normalisation avec les pays du Golfe. Mais, à côté de cela, il faut dire aussi que dans le contexte politique israélien actuel, il faut bien comprendre que les questions de politique étrangère ne sont pas sur le devant de la scène,
que les préoccupations essentielles aujourd'hui de la population israélienne et de leurs représentants à la Knesset, c'était évidemment la crise économique et sociale créée par la crise sanitaire du corona. Et donc, finalement, les questions purement diplomatiques et de politique étrangère, même s'il n'y a pas un complet consensus à leur égard, sont aujourd'hui en retrait vis-à-vis des questions beaucoup plus urgentes, je dirais, pour la population israélienne, à savoir la crise économique et sociale du corona. Voilà. Cher Emmanuel, je vous remercie beaucoup de cette conférence qui était vraiment passionnante, qui nous a apporté un éclairage très intéressant. Je voulais remercier également Daniel Chemoul de l'association parisienne. Et je vous dis tous à très vite pour une nouvelle conférence. Merci encore Emmanuel. Merci. D'avoir accepté si gentiment de nous offrir cette conférence. Avec plaisir, merci à vous. Merci Emmanuel.